Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter Ramin. Ramin, c'est un ovni dans la culture peinture bretonne. C'est un passionné de mer qui a étudié l'ethnographie maritime, qui a le privilège de voyager à bord de bateaux écoles de la Marine nationale, un privilège qui ne tombe pas du ciel, hein, mérité. Les commandants de bord le rappellent régulièrement et il en est donc à une douzaine de voyages, moyennant quoi il rédige aussi des ouvrages absolument passionnants, absolument colorés, relatant toutes les anecdotes de mer qu'il va donc récolter au cours de ses périples maritimes. Vous trouverez ces ouvrages en bas. Il est son propre éditeur, ainsi donc effectivement on ne paye pas les frais et les surfrais inhérents aux maisons d'édition, etc. Ça ne fera pas plaisir à certains, mais c'est ainsi. Voilà. Donc il est d'abord peintre, bien sûr, c'est de la peinture naïve, essentiellement sur toile marine, sur carte marine ancienne, un gros collectionneur, puisque sauf erreur, Ramin, tu possèdes quelque chose comme 6000 cartes marines. C'est ça. Voilà. Donc, dernière exposition magistrale au presbytère de Trégastel cet été. Prochaine exposition aux États-Unis, en Californie, en décembre et janvier. Et je ne dis pas la suite, car il y a des suites de programmées, bien sûr. Je laisse la parole à Ramin. Merci, Je t'en prie. J'ai choisi un thème un peu particulier qui se rapproche avec le Trégor. Vous connaissez la tradition des pêcheurs d'Islande, les goélettes islandaises. Et vous savez certainement que la Marine nationale possède 2 goélettes, qu'on appelle islandaises aussi, alors qu'il y a des différences. Et je vous fais un petit bref historique de ces 2 unités de l'école navale. Et après, je vous présente la 3e que personne ne connaît. On est en 1929. Virginie Herriot, une grande navigatrice, médaillée olympique, vient à Brest participer à des régates avec les élèves de l'école navale qui, à l'époque, était sur le Borda, un navire au mouillage en rade de Brest. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les élèves de l'école navale des bordaches. Et pendant ces régates, elles se rencontrent qui sont totalement nuls. Ils ne savent pas prendre le vent, ils ne savent pas naviguer avec des petits voiliers. Et va voir le ministre, elle leur dit « mais c'est dommage, ces commandants, ces futurs commandants de navires ne savent pas naviguer en autonome en utilisant les forces des vagues et du vent ». Et chemin faisant, elle fait un legs de plusieurs millions de francs d'époque à l'école navale, qui était en construction en dur pour une inauguration en 1930-31. Et donc, elle propose de construire 2 goélettes pour l'apprentissage de ce qu'on appelle le sens marin. Le sens marin, on ne peut pas l'acquérir dans des cours, il faut l'apprendre, l'assimiler sur l'eau. Et donc, on décide de faire, donc ça coïncide aussi avec la fin de la pêche à Islande, des Pimpolais et des nordistes. Donc, on décide de construire 2 goélettes. C'est un architecte malouin qui fait les plans et le chantier choisi qui a l'accréditation, c'est à Fécamp. Donc on arrive à un résultat entre un voilier de travail mais habitable pour une vingtaine d'élèves. Ces 2 bateaux vont vivre leur vie, donc livraison 31-32.
Virginie Herriot, elle décède accidentellement dans une régate. Elle n'a même pas vu les voiliers, ces deux voiliers, mais son argent était toujours là pour entretenir ces bateaux-là. Plus tard, c'est l'État qui prend la suite. Et voilà, les voiliers participent pas, deviennent des voiliers des forces navales françaises libres au moment de la guerre. Ils appareillent pour l'Angleterre, se réfugient là-bas, participent à la formation des équipages des forces navales françaises libres en Angleterre et reviennent en France après la guerre, et voilà, nous les connaissons dans toutes les fêtes maritimes, ces goélettes sont toujours présentes. Moi, j'ai fait quelques voyages avec ces voiliers, les États-Unis, l'Islande, la Norvège, et à nouveau de New York à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça, c'était ma dernière exposition qui avait été présentée à Trégastel l'été 2024. Et au retour du premier voyage en 2012, je me suis dit, je vais travailler un peu sur l'histoire de ces voiliers. Et je tombe sur une photo d'une autre goélette et au dos de cette carte postale des années 50, c'est pas si loin, la légende dit une goélette de la Marine nationale en manœuvre en rade de Brest. Et quand on regarde la photo, c'est ni la Belle Poule ni l'Étoile. Le caractéristique de la Belle Poule et l'Étoile, c'est d'avoir une voile carrée à l'avant, sur le mât avant, qu'on appelle un hunier. Là, cette fameuse goélette n'en avait pas. Et pas de roof, pas de superstructure sur le pont, un pont très dégagé. Donc voilà, ça c'était en 2012, et je me suis mis en quête de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce voilier? Donc 8 années de recherche. Petit à petit, je tire le fil, on tombe sur une histoire qui est encore plus riche que l'histoire des deux premières goélettes, et voilà le résumé que je vais vous livrer. 1919, donc bien avant la naissance de la Belle Poule et de l'Étoile, le gouvernement de Belgique met en chantier toute une série de voiliers, donc de goélettes franches, donc sans le hunier, pour l'usage de pilotage sur les bancs de Flandre. Ces bateaux étaient luxueux parce qu'il fallait abriter des pilotes qu'on emmenait au large, et on proposait le service de pilotage à des paquebots, cargos qui arrivaient vers l'Europe. Avec la Première Guerre mondiale, tout ça change, puisque maintenant, donc là, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, on passe au moteur, et les voiliers sont recyclés, on les revend. Un Breton de Etel, de la région de Lorient, achète 5 voiliers comme ça, en consacre 2 à la pêche. Donc, ce fameux voilier que je vois sur carte postale en rade de Brest était donc issu d'une généalogie, une histoire de 35 années, donc depuis 1919 après. Donc elle fait pilotage d'abord, et ensuite ce Breton l'orienté le met à la pêche. L'hiver, la pêche au chalut, et là il faut de la puissance, donc des surfaces de voile, et aussi la pêche au thon en Gascogne pour l'été. La pêche n'est pas très bonne, le bateau va beaucoup trop vite, c'est pas fait pour ça, et j'imagine le gabarit ne correspond pas aux manœuvres. Le golfe de Gascogne est très perturbé quand même l'hiver, donc voilà, faillite, et le bateau est mis en vente à partir de 1924. En 1926, un chansonnier parisien achète ce bateau, le transforme en yacht à Lorient et s'en va en navigation en Méditerranée. Lui aussi, au bout de quelques temps, il a des problèmes d'argent, il revend son bateau à un égyptologue du nom de Schwaller de Lubich, c'est un nom d'emprunt, un Suisse, René Eubier, et qui achète le bateau en 1929-30.
et navigue et principalement vers l'Égypte. Donc au départ de Nice, Cannes, fait des navigations en Afrique du Nord, dans les îles grecques, et puis on trouve sa trace à Alexandrie, parce que ce monsieur allait faire des dessins dans les temples égyptiens. Un personnage un peu controversé, puisque adepte de phénomènes nazis. On dit même que c'est lui qui a dessiné les uniformes de la garde rapprochée de Adolphe. Là, quand il est à Alexandrie, déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la France réquisitionne tous les navires dotés d'un moteur dépassant 50 tonneaux, y compris ce voilier qui, à ce moment-là, s'appelle Aésios II. Donc, on est passé de P14 d'Ostende, bateau-pilote, à Notre-Dame-d'Etel, premier nom de baptême à Etel, Dukinva, le premier yacht, et Aésios II, deuxième yacht. Le commandant embauché pour ces navigations est un réserviste. On lui dit, monsieur, vous prenez votre bateau, vous allez à Beyrouth et on va vous dire ce qu'il faut faire. Il s'en va, là-bas, on arme le bateau légèrement et il fait des patrouilles tout le long du protectorat français du Liban. Armistice, puis les Anglais arrivent pour prendre le Liban des mains des représentants de Vichy. Les FNFL débarquent là. Bon, ce voilier-là est là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Un marin de la Pologne libre, puisqu'on a eu les forces navales françaises libres, mais les Polonais ont eu les forces navales polonaises libres. On envoie un commandant polonais à Beyrouth pour réarmer ce bateau et s'en servir comme Q-ship. Q-ship, ça veut dire bateau piège. Donc, on déguise tout le monde en marchand arabo-turc. On enlève une partie des équipements pour que le bateau ressemble à des bateaux du coin, et on va naviguer dans tout le Levant pour essayer de se faire arraisonner par des sous-marins italiens ou allemands, et là on débâche l'artillerie qu'on avait cachée sous des toiles de jute et on espère faire mal aux sous-marins ennemis. Ça marche pas trop parce que les sous-mariniers allemands, ils sont pas cons non plus. Ils voient que ce bateau n'a rien à voir avec les bateaux libanais ou turcs. Donc ça marche pas. Et puis finalement, les Anglais décident de l'affecter, ce bateau, à patrouiller tout le long du Levant. Donc on fait de l'espionnage, on fait des déposes de saboteurs dans les territoires occupés par l'Allemagne nazie et l'Italie. Et là, dans le livre, évidemment, j'ai réussi à trouver des photos de cette époque-là. On les voit déguisés en marchant. Et là, une fois qu'ils reviennent à la base, là, la base change. On va à Famagusta, au Chypre, et on se met en tenue de marin français des forces navales françaises libres. Les opérations s'allègent puisque maintenant le théâtre de guerre est plutôt vers l'Europe, vers l'Allemagne. Les Alliés ont déjà débarqué et on a l'idée de rapatrier ce bateau-là à Toulon pour l'affecter comme bateau-école à une future école des Mousses à Alger. Cette école n'a jamais vu le jour et donc on se dit, bon, on va l'envoyer à Brest. À Brest, il y a autant besoin. La Belle Poule et l'Étoile, entre-temps, sont revenus et Notre-Dame-d'Etel rallie d'abord le pays Bigoudin, le Ctudi. Là, il y a une école des Mousses provisoire dans le château de Dourdy, parce qu'à Brest, évidemment, tout est détruit. Et une fois que l'école des manœuvriers est lancée à Brest, on rapatrie le bateau là-bas pour servir de bateau-école à l'école des manœuvriers. Donc on a l'Étoile et la Belle Poule qui sont à l'Envéoc avec l'école navale
dans des baraquements provisoires, et Notre-Dame-d'Étel qui est à Brest. C'est pour ça aussi qu'on trouve des cartes postales anciennes des années 50 de Brest qui montrent que ce voilier-là. Et on arrive vers les années 55-56, et à ce moment-là, on se dit qu'il faut réviser la sécurité de tous les navires au service de la marine, et on trouve que ce bateau, avec tous les tirs d'artillerie, les vibrations des canons et des mitraillettes sur le pont, la charpente a beaucoup travaillé, et ça coûterait trop cher à réparer ce bateau, donc on le désosse, on le retire du service. Et ce qui est intéressant dans ce voilier, c'est justement la séparation d'office, la Belle Poule et l'Étoile pour les officiers, et Notre-Dame-d'Étel pour les officiers inférieurs. Donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes, quoi, en gros. Donc, et puis ce bateau a eu énormément notamment sa marraine de guerre, c'était Joséphine Becker, voilà. Joséphine Becker était la marraine de guerre de ce bateau. Elle était passée au Liban pour pour faire un concert, et puis l'équipage lui avait demandé, ben voilà, venez prendre un verre à bord, et ainsi de suite. Et c'est à cause de ce livre que j'ai été invité pour les cérémonies de panthéonisation de Joséphine Becker au Panthéon. Et entre parenthèses, cette recherche inédite a eu donc une distinction par l'Académie de Marine. Voilà ce que je pouvais raconter sur les 3 goélettes de la marine. Évidemment, il y a eu d'autres goélettes à travers l'Empire français qui ont servi à la marine, mais ces 3-là, c'est très récent, et on parle des années 50-60. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Très belle présentation d'un travail sur de longues années. C'est pas simplement peindre pour peindre. Vous avez des exemples de 3 tableaux en rez-de-chaussée, mais c'est peindre pour raconter des histoires. Donc c'est un peintre, narrateur d'histoires maritimes récoltées au fil du temps, et aussi des recherches, comme vous l'avez compris. Un monsieur passionnant. Merci Ramine. Merci Irène. Merci. Avec plaisir.